Et me revoilà, comme promis, en étant plus régulier pour les podcasts. Par contre, il est toujours 4 heures du mat, donc peut-être que par moment j'aurai une voix soporifique. Mais je ne pense pas, car ce soir ou cette nuit, je vais vous parler d'un livre passionnant. Cher mangeur de livres. Comme j'ai remarqué là ces derniers temps, c'est une petite aparté, mais vu qu'il est 4 heures du matin, on peut se permettre des digressions. Hein. J'ai remarqué en fait en regardant un petit peu la liste des podcasts que souvent, alors qu'au début c'était un podcast assez orienté littérature de genre, quoi. Et bien que moi j'ai toujours dit que j'aborderais tout type de livres, en réalité, les podcasts qui ont le plus de succès, c'est souvent des podcasts qui ont trait à l'histoire en général. Genre les Celtes, les Gaulois, Sumer, tout ça. Apparemment, ça vous intéresse beaucoup plus que quand je vous parle de John Carter ou de Edmond Hamilton. Donc, pour vous faire plaisir, je vais vous parler ce soir d'un livre qui s'appelle Homo Migrans, de la sortie d'Afrique au grand confinement, écrit par un certain Jean-Paul Demoule. Alors, comme d'hab, je vais vous parler d'abord de l'auteur, parce que Jean-Paul Demoule, c'est pas un inconnu. Hein. Alors, comme d'habitude, il est inconnu sûrement pour ceux qui s'intéressent pas trop aux histoires d'archéologie, de préhistoire, de proto-histoire, de néolithique. Mais pour ceux qui se sont au moins de temps en temps intéressés à ces disciplines, eh ben, ça doit au moins vous rappeler quelque chose, ce nom. En fait, Jean-Paul Demoule, bon, il est plus tout jeune, hein, il est né en 47, mais ça a été un des pontes, et ça l'est encore, de l'archéologie française et d'une discipline qu'il a contribué à créer, qu'on appelle la proto-histoire. Alors, il a été le premier directeur de l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut national d'archéologie préventive. Alors, le R, je ne sais plus ce que c'est. Peut-être de recherche archéologique préventive. En fait, parce que pendant très longtemps, quand une autoroute se construisait ou quand vous vouliez vous bâtir une maison par exemple, même si vous découvriez un site archéologique, il n'y avait pas forcément de suite. En tout cas, c'était pas inscrit dans la loi. Et au début des années 80, on a créé en France cet institut qui obligeait en fait, déjà à chaque fois qu'il y avait un gros œuvre, un gros chantier déjà public, par exemple une autoroute, la construction d'un hôpital ou d'un lotissement, bah, il fallait que les archéologues y soient associés et surtout en fait dès qu'il y avait la moindre prémisse de découverte. Et en réalité depuis, c'est lui qui disait ça une fois dans une interview, en fait, par exemple, à chaque fois qu'on a construit une autoroute, on a découvert en gros un site par kilomètre. Et c'est pour ça que depuis les années 80, il y a eu une explosion des découvertes archéologiques parce qu'on a commencé à prendre ça vraiment au sérieux et à pas dilapider en réalité certains trésors archéologiques sur l'autel du développement économique. Donc lui, ça a été pendant une vingtaine d'années, je crois, le directeur de cet institut. Et il a été aussi, comme je vous le disais, c'est un archéologue, mais c'est aussi un proto-historien. Alors qu'est-ce que la proto-histoire? Pendant longtemps, on nous a appris à l'école qu'il y a eu la préhistoire, et jusqu'au moment où on a inventé l'écriture, eh ben, ce n'était que la préhistoire. L'histoire commençait à Sumer, comme le dit le titre d'un livre célèbre dont j'ai fait un podcast dessus, et que donc, à partir de l'écriture, ça devenait l'histoire, et que c'était l'Antiquité, et ensuite le Moyen Âge, et ensuite l'époque moderne, puis contemporaine. Et le truc, c'est que déjà, l'écriture, elle n'a pas été inventée partout au même moment. Donc, est-ce que la préhistoire s'arrêtait d'un seul coup il y a 3200 ou 300 ans à Sumer et pour l'ensemble de l'humanité? Ou est-ce que l'histoire commençait à Sumer mais continuait chez les Celtes par exemple? Donc, petit à petit, les archéologues et les historiens, on va dire des âges profonds, ont développé le concept de proto-histoire. Par exemple, justement, les Celtes
Et ils n'avaient pas d'écriture, mais c'était plus non plus des hommes préhistoriques. Euh, Tous les peuples des steppes, par exemple, ce qui a donné les grandes migrations indo-européennes, euh, les peuples d'Afrique, les peuples d'Amérique. On ne peut pas dire, par exemple, que quand Christophe Colomb est arrivé dans les Caraïbes, c'était la préhistoire pour les Amérindiens. Alors, on a forgé ce concept de proto-histoire qui commence, on va dire, au début du néolithique, parce qu'on estime déjà que... Alors, le néolithique aussi. Pendant longtemps, on parlait de paléolithique supérieur, de paléolithique inférieur. Après, on a commencé à parler du néolithique, parce que, en gros, le néolithique, c'est toujours l'âge de pierre, mais c'est l'invention de l'agriculture. Et comme quand même ça englobait une période temporelle de plusieurs centaines de milliers d'années, on a mis aussi le mésolithique, juste avant le néolithique. Donc ça faisait quand même un peu beaucoup, mais on a estimé que à partir du moment où euh, les quelques foyers d'invention de l'agriculture sur Terre euh, se sont développés, on a pu parler de ce qu'on appelle la révolution néolithique. Et on va dire c'est à peu près moins 10 000 pour le croissant fertile par exemple, le plus ancien, jusqu'à, par exemple pour l'Europe, ça va jusqu'à moins 4 000, moins 3 000. Et donc ça faisait partie du néolithique. Et Jean-Paul de Moule, ça a été un spécialiste aussi du néolithique. Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelait La Révolution néolithique et plusieurs autres ouvrages qui traitaient de cette période. Donc en gros, en plus d'être un archéologue, c'est vraiment un spécialiste, on va dire, des âges anciens, de la fin de la préhistoire, on va dire, et en tout cas du néolithique, à partir de moins 10 000, on va dire. Et de tous les peuples qui, donc, ont commencé à se développer, et particulièrement, on va dire, entre le Proche-Orient et l'Europe. Parce que pareil, il a été aussi un des grands chercheurs d'un site en Bulgarie, dont j'oublie toujours le nom, mais qui va sûrement me revenir à un moment donné, où en fait il l'a cherché pendant plus de 20 ans, je crois. Et ça a été absolument monstrueux en réalité ce site, parce que j'avais lu un article là, quand je m'intéressais à ce livre-là, et que je faisais un peu de recherche sur lui. Euh, Apparemment, il y a eu un truc comme 20 tonnes ou 30 tonnes sur 20 ans de, d'objets archéologiques qui ont été découverts. Alors bien sûr, ça va du tesson de céramique jusqu'à, je sais pas moi, au collier en métal ou à l'épée en bronze, mais c'est quand même hallucinant cette profusion d'artefacts qu'ils ont trouvés. Et je crois que la ville, alors je vais sûrement la prononcer mal, c'est Kovachevo en Bulgarie. Et il a été très, très reconnu pour ses fouilles. Alors il les a pas fait tout seul, hein, c'était comme souvent, j'allais dire une coproduction hollywoodienne, mais en fait ça a été des équipes françaises, bulgares, européennes qui se sont attelées à ces recherches. Et donc ce qui fait que il a été quand même, bah, il a encore parce que après Homo Migrants, là il a fait une espèce de suite qui s'appelle, je crois, La France éternelle, mythe et réalité, ou alors, attends, je sais qu'il y a France éternelle dedans. Ah, j'aurais dû noter, mais il a écrit tellement de bouquins. euh, Parce que le dernier c'était Homo Migrants. Avant, il avait participé à un grand ouvrage sur l'archéologie, justement, depuis les débuts. En fait, c'était une espèce d'histoire du monde. Moi, je l'avais chopé et j'étais devenu fou, en fait, parce que je m'étais même dit que j'allais faire un podcast dessus, mais c'est un peu beaucoup. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il faudrait que je le fasse en plusieurs parties. Et alors, attendez, je vais aller sur Wikipédia. Oh, c'est un peu facile, peut-être, de faire ça, mais La France éternelle, une enquête archéologique. Et en fait, il a changé d'éditeur, mais apparemment, on lui demandait à la suite de Homo Migrants de plus s'appuyer sur le cas français par rapport aux tenants de la théorie du grand replacement, pour leur faire comprendre que déjà ça n'existe pas, ou si ça existait, bah, en fait ça a été un grand remplacement perpétuel depuis les âges préhistoriques.
Et donc ces polémiques nauséabondes n'ont pas lieu d'être. Et c'est pas mal pour un scientifique de prendre parti. Euh, et il a aussi été connu, une chose que j'ai oubliée, parce que lui, pendant longtemps, il a fait des conférences sur le fait que la question indo-européenne, pas d'un point de vue linguistique, mais même en fait, parce que lui, il estime que même les langues indo-européennes, en fait, ça n'existe pas, c'est juste des langues voisines les unes des autres et une espèce de contamination par peuples voisins successifs. En fait, il avait écrit un livre, mais que sont devenus les Européens, les Indo-Européens. Et pareil, ça avait un peu défrayé la chronique, parce que, justement, alors j'en ai souvent parlé dans mes podcasts historiques de cette histoire d'Indo-Européens, mais pour aller vite, et je vais sûrement y revenir après pendant le podcast, euh, on estime que... Alors il y a deux volets, le volet linguistique et le volet historique. On estime que les langues qui sont parlées aujourd'hui, euh, en Europe et puis depuis la colonisation dans une grande partie du monde découle d'une même langue qui aurait pour origine en gros les steppes de la mer Noire. Parce que à partir du 19e siècle, d'abord les Allemands et les Anglais, quand ils avaient découvert l'Inde, enfin colonisé, commencé à coloniser l'Inde, ils s'étaient rendu compte que le sanskrit était proche du grec et donc qui était proche aussi du latin et des langues occidentales. Euh, En fait, ils avaient commencé à élaborer une théorie qui disait que ces langues, euh, qu'ils ont appelées ensuite indo-européennes, justement parce qu'ils avaient commencé à les comparer euh, au sanskrit et pour les comparer aux langues indo-européennes, en fait, étaient issues d'une même langue ancestrale. Et puisque il y avait une langue ancestrale, il devait y avoir des locuteurs ancestraux qu'on a appelés les indo-européens et qu'autrefois on appelait les Aryens. Parce que Arya dans leur langue ça voulait dire soit roi, soit chef, soit seigneur, soit parfois même divinité, et que ils estimaient qu'ils avaient essaimé entre le Caucase et la mer Noire, d'un côté vers l'est, vers l'Iran et l'Inde, et de l'autre côté vers l'ouest, vers la Grèce, l'Italie, ce qui est aujourd'hui l'Europe occidentale. Le problème, c'est que pendant les années 30 et pendant l'époque nazie, euh, tous ces scientifiques allemands, là, parce qu'en allemand on dit pas indo-européen, on dit indo-germans, se sont appropriés ce concept, et le concept aussi d'arien. C'est pour ça que maintenant quand on parle d'arien, euh, bah, c'est nauséabond et on peut même plus en parler d'un point de vue historique. C'est tellement connoté nazi que on dit indo-européen, on parle plus d'arien. En tout cas, ils s'étaient approprié ce concept pour dire justement que comme eux ils étaient la race supérieure, la race aryenne, bah voilà, cette théorie indo-germane bah, justifiait pleinement leur folie quoi, raciste. Et donc depuis la guerre, c'était un peu compliqué de travailler ce concept d'indo-européanisme, malgré tout, puisque les langues indo-européennes existent. Par exemple en Europe, la plupart des langues que l'on parle sont des langues indo-européennes, à part ce qu'on appelle des langues finno-ougriennes, comme par exemple, alors ça veut dire qu'elles sont issues de l'Oural, quoi. Et finno-ougrienne parce que par exemple les Finlandais, les Finnois, c'est une langue finno-ougrienne, le bulgare c'est une langue finno-ougrienne et le hongrois c'est une langue finno-ougrienne. Et sinon, euh, euh, un mystère linguistique en Europe, c'est le basque. C'est pas finno-ougriен, ça vient pas des steppes, ça vient pas de l'Oural, peut-être que ça vient du sud de l'Afrique ou on sait pas trop. En tout cas, le basque c'est la seule langue encore parlée aujourd'hui qui n'est ni indo-européenne ni finno-ougrienne. Et donc pourquoi je vous dis ça? Oui, Jean-Paul Demoule, il a été donc toujours, encore aujourd'hui, là j'ai vu une émission sur le média il n'y a pas longtemps avec lui, là où il parlait justement de la France éternelle. Il voulait absolument pas parler des Indo-Européens, même dans l'interview à un moment donné, on lui faisait comprendre, c'est un historien qui l'a interviewé, qui en fait il voulait lui faire comprendre qu'il y avait bien eu des migrations à une époque proto-historique, mais il voulait on comprenait bien qu'il n'admettait pas ce fait. Alors que il y a maintenant, et c'est prouvé,
un peuple qu'on appelle les Yamnaya, parce que Yamna, dans cette langue un peu proto-indo-européenne, ça veut dire fosse, parce que pendant longtemps on appelait ça les Kourganes aussi. Il y avait une théorie qui disait que les Kourganes, c'est des espèces de tumulus, des tombes que des peuples des steppes creusaient pour leur dignitaire, quoi, leur chef, leur prêtre, etc. Et quand on a commencé à faire de l'archéologie sur ces Kourganes, on s'est rendu compte que c'est des tombes où on les enterrait avec des chevaux, des chariots, et on a commencé à se dire que c'était justement les premiers locuteurs de cette langue, et puisqu'ils avaient justement été à l'origine de grandes migrations vers l'ouest, ça devait être eux les Indo-Européens. Bref, Yamna donc ça veut dire tombe, et on dit souvent maintenant que cette culture s'appelle les Yamnaya. Le truc c'est que pendant longtemps c'était juste des preuves archéologiques, mais cette année là il y a eu, ils ont même parlé à France Culture, etc. Il y a eu des études génétiques qui ont prouvé justement que ces Yamnaya, là, justement dans les tombes là, de ces populations, on a fait des prélèvements génétiques, on s'est rendu compte que leurs gènes irriguaient réellement une grande partie de l'Europe, enfin des descendants européens d'aujourd'hui. Et surtout, ils ont aussi fait des prélèvements dans d'autres endroits de l'Europe, et pour des sépultures qui étaient aussi anciennes, mais moins anciennes. En fait, ils ont avancé dans le temps comme ça jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, ils prélevaient des échantillons d'ADN pour voir si on retrouvait euh, de l'ADN Yamnaya. Et apparemment, donc, ça a été concluant. On se rend compte que, par exemple, parce que le- la seule hésitation qu'ils ont, c'est le foyer d'origine. Alors, pour certains, c'est les steppes de la mer Noire, pour d'autres, c'est le Caucase. Pour certains, ils auraient émigré de la mer Noire vers le Caucase. Ensuite, ils seraient divisés justement en plusieurs contingents. Certains qui seraient passés par le plateau iranien, et qui ensuite seraient arrivés dans le nord de l'Inde. C'est pour ça que ça aurait donné les langues justement iraniennes et indiennes, en tout cas proto-iraniennes et proto-indiennes, à tel point qu'au début, ils pouvaient se comprendre entre eux, et que d'autres auraient été vers l'ouest et auraient donné par exemple une culture dont j'ai oublié le nom là, mais qui est assez célèbre archéologiquement, qui serait dans la Pologne actuelle. Et donc, en fait, il serait mélangé avec cette culture-là, et ça aurait donné ensuite ce qu'on appelle la culture des céramiques à cordelettes, qui aurait ensuite justement inondé toute l'Europe, parce qu'on a retrouvé cette culture de céramique à cordelettes partout, après ensuite en Allemagne, en France, en Angleterre. Et ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé les céramiques campaniformes. En anglais, c'est les big people. Et pareil, on estime que en réalité, même cette culture-là, parce qu'on, celle-là, elle avait l'air de venir un peu plus du sud, genre de l'Ibérie, et qui serait remontée par la France jusqu'à l'Angleterre actuelle. Pendant longtemps, on a pensé que c'était une culture différente, mais apparemment, même les big people, alors les campaniformes parce que les céramiques avaient une forme de cloche, elles seraient aussi liées aussi à cette culture yamnaya en réalité. Donc, ce que Demoule disait pendant des années, que ça n'existait pas, que les Indo-Européens c'était un mythe, tant linguistiquement que historiquement, eh ben, apparemment, il aurait tort. En tout cas, moi, alors à mon humble niveau, hein, je suis qu'un amateur de bouquins d'histoire, même si j'ai été prof d'histoire géo contractuel parfois. Moi, j'ai toujours pensé que c'était vrai, parce que qui dit langue dit locuteur, et depuis longtemps, on a quand même prouvé qu'il y avait eu non pas des invasions, mais des migrations, des steppes vers l'Occident. Et d'ailleurs, un autre fait intéressant à ce sujet, c'est que, par exemple, on sait que avant 1500 avant notre ère, ou maximum 2000 avant notre ère, les habitants de l'Europe étaient encore de couleur noire. Parce que on a le fameux homme de Cheddar, là, en Angleterre, et une fille qui avait été, qui avait été préservée dans les tourbes au Danemark. Là, on avait trouvé un chewing-gum de résine de pin ou de bouleau, là. Et les deux, en fait, on a fait du séquençage ADN. Et bien qu'ils aient les yeux bleus, par exemple, leur peau est encore noire. Et donc, on sait que ces habitants de l'Europe proto-historique, mais très récents, c'est-à-dire que entre moins 5000 et moins 2000, quoi, avaient encore. Bon, en tout cas, pour le Danemark, c'est 6000 et pour Cheddar, c'est 5000. Ils sont encore noirs.
Et même si après, il y a des témoignages qui disaient qu'ils étaient par exemple en Angleterre, ils étaient un peu courteaux et bruns. Par exemple, ceux qui ont construit Stonehenge, les constructeurs de mégalithes un peu partout en Europe. En fait, on se rend compte que à peu près 1500 ans avant notre ère, il y a eu, alors selon certains, un génocide, selon certains, un choc microbien comme celui qu'il y a eu en Amérique du Nord quand les Européens sont arrivés, selon d'autres, un métissage. En tout cas, la population euh, de cette époque-là a chuté drastiquement en quelques siècles. Ça, on le voit justement avec les traces génétiques. Mais les nouveaux venus, en plus d'amener, parce que certains pensent que c'est la première fois que la peste s'est retrouvée en Europe et que ces Indo-Européens l'auraient ramené. Mais en tout cas, les Indo-Européens, eux, ils étaient ce qu'on appelle caucasiens, quoi. Ils étaient blancs. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu un changement de couleur de peau en Europe entre moins 5000 et moins 1005 avant Jésus-Christ. Et parce que pendant longtemps, la fameuse théorie, c'était que on était noir avant quand on était en Afrique et même en Asie du Sud-Est, etc. Parce que il fallait résister au rayonnement ultraviolet du soleil, donc on avait beaucoup de mélanine dans la peau. Et puis plus on a émigré vers le nord et l'est, plus notre peau s'est éclaircie parce qu'on n'avait plus besoin d'autant de mélanine. Alors ça paraissait super logique, mais encore une fois, la génétique récemment est venue contredire ce fait. Alors pour deux raisons. La première, ce serait qu'au Moyen-Orient, pareil, il y a là, vraiment plus longtemps avant, genre 10 000 ans, on va dire à l'époque des premières révolutions néolithiques, il y aurait eu une mutation justement là, de- de- au niveau de la mélanine justement dans la peau. Il y a certaines populations qui auraient subi une mutation qui fait qu'ils auraient eu besoin de moins de mélanine dans la peau et que donc leur teint se serait éclairci petit à petit et que justement ensuite par métissage de loin en loin et par migration, euh, en fait les habitants qui seraient partis du Moyen-Orient pour atteindre l'Europe seraient devenus blancs. Et justement par métissage avec la première population, on aurait fait en sorte que l'ensemble du continent se blanchisse entre guillemets. Alors si je fais ces précisions, c'est pas par souci de catégoriser des races, parce que ça n'existe pas en science la race, c'est juste parce que justement, euh, tant les théories indo-européennes que les théories justement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe caucasienne, etc., encore aujourd'hui, ça crée beaucoup de crispations. Et par exemple, comme je disais tout à l'heure pour le dernier ouvrage de Demoule, les tenants, disons fascistes là, du grand remplacement et de la France blanche et de l'Europe occidentale et chrétienne, etc., là, qui font beaucoup de bruit. Justement, ils pensent que la race existe et que le fait que les Européens soient blancs, c'est un fait établi depuis toujours, etc. Et il y a tout un courant d'historiens qui essaie justement de nuancer ça, en expliquant déjà encore une fois qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine, et que les questions de couleur de peau, ce sont juste soit des mutations justement liées à l'environnement, soit des mutations de ce qu'on a appelé la sélection sexuelle, c'est-à-dire qu'il y avait des traits qu'on préférait quand on se mariait et qui ensuite ont été renouvelés de génération en génération, soit justement, encore une fois, dû à des mutations génétiques un peu aléatoires, on ne sait pas pourquoi. Mais si je fais un grand préambule par rapport à ça avant de parler du livre Homo Migrants, c'est parce qu'en fait c'est lié. Et tout ça pour dire que donc la dernière théorie par rapport au fait que les Européens soient devenus blancs et soient pas restés noirs, c'est la synthétisation de la vitamine D, parce qu'on le fait par la peau, vous savez, avec le soleil, et que pendant longtemps, des chercheurs ont estimé que quand on a commencé à développer l'agriculture, eh ben, l'alimentation qu'on a consommée et qui était issue de l'agriculture était plus riche en vitamine D et nous permettait de moins avoir besoin de la synthétiser par la peau. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on s'était éclairci la peau, ou même parfois il y en a qui disaient le contraire. Elle était plus pauvre en, en vitamine D, donc on avait moins de mélanine. Enfin, cette théorie, moi je l'ai lue dans plein de bouquins, mais justement là récemment j'ai lu une espèce de compilation d'articles là-dessus qui disait que finalement euh,
certainement la théorie de la mutation en fait, qui était vraiment à l'origine du changement de peau. Bon, encore une fois, moi je m'attarde pas là-dessus d'un point de vue raciste, quoi. Je veux dire, c'était juste pour expliquer tout cet entremêlement de notions qu'il y a avec les Indo-Européens et pourquoi plein d'auteurs et plein de lecteurs de bonne foi ne veulent pas s'intéresser à ce thème parce que, encore une fois, je dis, ça sent mauvais depuis l'époque du Troisième Reich. Mais c'est quand même une étude historique importante et qui continue. Comme je vous l'ai dit, là, cette année, il y a eu tout un collège, toute une équipe de chercheurs auxquels participaient beaucoup de Français, qui ont prouvé que euh, maintenant ce qu'on appelle la civilisation ou la culture Yamnaya est ce qu'on a longtemps cherché comme étant les proto-indo-européens qui ont ensuite émigré donc et s'aimaient à l'est vers l'Inde et l'Iran, à l'ouest vers l'Europe occidentale. Et ont soit, encore une fois, malheureusement commis un génocide, parce que c'est une théorie que beaucoup de historiens je veux dire, émettent, soit ont ramené la peste et ont éliminé 90% de la population autochtone de l'époque, parce qu'en fait c'est ça les ratios aussi, c'est que ce qui a étonné les archéologues là, c'est que par exemple l'étude la plus connue c'est justement là, les constructeurs de mégalithes, la Stonehenge et compagnie en Angleterre. C'était une population qui était vivace, qui était saine, qui était en développement démographique depuis plusieurs siècles, qui était capable de construire donc des monuments, les monuments les plus imposants qu'il y a eu en Europe pendant des milliers d'années, et qui tout d'un coup s'est effondré démographiquement. Et pendant longtemps on ne comprenait pas trop, et c'est la génétique qui a montré que en l'espace de 300 ou 400 ans, on est passé à un reliquat de moins de 10% de la population initiale, alors que les nouveaux venus, ils prenaient le reste, quoi. Des pourcentages, ils étaient à 90%. Donc, pour eux, ça peut pas être un métissage, parce qu'un métissage, ce serait des ratios moindres, même si c'est pas 50-50, c'est pas 90-10. Ensuite, comme ils ont trouvé certains squelettes, en tout cas certains restes euh, malades, enfin morts de maladie, et qu'ils ont trouvé les premières preuves, enfin les preuves les plus anciennes de peste, ils se sont dit que c'était peut-être pas un génocide, que c'était juste un choc microbien. Ça, c'est une grande possibilité parce que justement, historiquement, on a vu que c'était possible. Et la peste, elle a bien dû venir de quelque part. Donc il est possible que, par exemple, supposons que les premiers habitants de l'Europe, alors on ne parle pas des premiers sapiens d'il y a 44 000 ans, parce que eux, on sait qu'ils ont disparu vite et qu'il y a eu d'autres vagues ensuite, notamment du Moyen-Orient. Mais par exemple, si les premières vagues du Moyen-Orient, ou ceux qu'on a appelés longtemps après les Ibéro-Berbères, en gros ceux qui étaient passés par le détroit de Gibraltar et qui étaient remontés, même jusqu'en Angleterre, peut-être qu'eux n'avaient jamais connu ce bacille là de la peste et qui avaient donc prospéré sans connaître cette infection. Et par contre, ceux qui venaient d'Asie, ils l'avaient peut-être rencontré. C'est une possibilité. Le truc en tout cas, c'est que donc cette population Yamnaya, elle a été inventive à plus d'un titre. Ils ont inventé le chariot. C'est ça qui a fait que leur civilisation, leur culture a pu aussi être nomade au premier sens du terme, c'est-à-dire qu'ils pouvaient transporter euh, leur, ce qu'on pourrait appeler des yurts peut-être, ou en tout cas leur maison avec eux, transporter euh, tout ce dont ils avaient besoin pour survivre de campement en campement. Ils ont commencé à faire de l'élevage de chevaux, de bovins, et donc c'était une vraie civilisation nomade. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à essaimer. Bien sûr, apparemment, c'est eux qui sont à l'origine de la domestication du cheval. Je crois que c'est à peu près 4000 avant Jésus-Christ. Donc, ils ont été quand même à l'origine d'une vraie révolution et aussi technologique et on va dire peut-être agricole si on considère que l'élevage fait partie de l'agriculture et que le cheval en particulier, c'est
Comme on disait quand j'étais petit, la plus grande conquête de l'homme. Donc tout ça pour dire que De Moulle, lui, il a été un farouche opposant à cette théorie. C'est pour ça que j'ai ressenti le besoin de vous expliquer tout ça, là. Parce que si vous, par exemple, vous n'êtes pas au fait de toutes ces controverses scientifiques, c'est ça qui est passionnant, hein, dans l'archéologie et dans l'histoire, c'est que, en fait, depuis des décennies, euh, on s'étripe, on s'écharpe sur des théories différentes, et peut-être qu'on les résoudra jamais parce que justement on n'était pas là, et que l'épaisseur de l'histoire est telle que bah, c'est toujours un émerveillement de découvrir des nouvelles civilisations, des nouvelles preuves de sociétés différentes, et de remonter à nos origines, quoi. Donc, on en revient à Homo migrans. Homo migrans, donc, le sous-titre c'est de la sortie d'Afrique au grand confinement. Alors, il avait écrit apparemment ce livre après le confinement, hein, comme son nom l'indique. Je vérifie le copyright là, comme j'ai le livre sous les yeux. Ça doit être après 2020 en tout cas. Alors, c'est chez Payot, pour ceux que ça intéresse. Ouais, 2022. Alors, comme je vous l'ai dit, un archéologue et un proto-historien, de quoi il nous parle au début? Parce que il va au début des choses. L'introduction, c'est Homo migrant, Homo, grand singe migrateur ou espèce invasive. Alors, et ensuite, c'est quand Homo erectus et sapiens s'aventurèrent hors d'Afrique. Donc ça vous prend les 40 premières pages. Encore une fois, euh, je me doute bien qu'une partie d'entre vous commence doit connaître cette question sur le bout des doigts, hein. Euh, Homo sapiens, c'est maintenant en plus, là j'ai entendu pas de moule, Hublin il n'y a pas longtemps là, sur France Culture. Comme vous le savez, c'est lui qui est le découvreur du plus ancien Homo sapiens au Maroc, là, de plus de 300 000 ans. Donc là, on pense qu'on est Homo sapiens existe au moins depuis 400 000 ans, quoi. Et sur ces 400 000 ans, on est resté bien 300 000 ans en Afrique. Mais on est resté en Afrique pas au même endroit. On a bougé. Et ce qu'il disait d'ailleurs, c'est que c'était marrant parce que Sapiens, à la différence de par exemple, Erectus avant lui ou ce qu'on appelait Ergaster, euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des foyers de peuplement de Sapiens en Afrique qui sortaient presque ex nihilo. Par exemple, au Maroc, là, ils auraient jamais pensé trouver. Parce qu'ils n'ont pas trouvé un seul, ils ont trouvé une famille ou deux ou trois familles dans une grotte là. Et on sait qu'on a trouvé des restes de sapiens dans la corne de l'Afrique, plus au sud, etc. Et il disait que c'était une apparition presque adamique. Alors c'est marrant d'entendre pareil, un paléo-anthropologue parler de création adamique, mais ce qu'il voulait dire, c'est que euh, c'était quand même une évolution surprenante dans justement la grande histoire du genre Homo. Et donc De Moule là, nous explique qu'on a quand même déjà pas mal bourlingué à l'intérieur de l'Afrique. Donc à la base, ce qui veut nous faire comprendre, c'est que l'histoire de l'humanité, en réalité, c'est une histoire de migration. Et que lui, il a écrit et ce livre et le nouveau, là, comme je vous le disais, là, La France éternelle, une enquête archéologique, pour essayer d'apaiser un peu ces débats qui agitent beaucoup, alors bon, le monde entier, mais en particulier la société française, là, depuis quelques années. Surtout quand on entend tous les jours que le principal problème en France, c'est les migrants, hein. Et bah, lui, il veut juste essayer de faire comprendre que, à la base, l'être humain est un migrant. Que depuis le début, il a cessé de bouger, que la caractéristique première de Sapiens, justement, c'est sa bipédie et sa capacité à marcher, à courir, mais surtout à marcher, à pouvoir marcher en fait indéfiniment et à pouvoir parcourir des dizaines, des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres sans que ça l'atteigne au niveau de sa capacité physique, quoi, que ça le rende malade ou que ça le handicape. En fait, il est fait pour ça. L'histoire de l'évolution depuis Toumaï au Tchad jusqu'à Cro-Magnon
en France, ça a été en fait justement la bipédie, la station debout, le fait d'avoir euh, un bassin large qui nous permet, et pour les femmes d'enfanter, et pour nous de nous tenir droit. Pareil pour ce qui concerne les cervicales, de pouvoir avoir un cou plus droit que la plupart des autres espèces, et de pouvoir en fait marcher. Marcher, marcher, marcher. La bipédie, c'est l'avantage qu'on a sur les autres espèces sur Terre. Et donc, il nous explique que on a cessé de bouger et que bien avant déjà Sapiens, il y avait Erectus, et que Erectus, ou Ergaster comme on appelle pour sa variante africaine, a été le premier à sortir d'Afrique. Et ça depuis près de 2 millions d'années. Les premiers qu'on trouve comme crâne, comme reste d'Erectus, c'est ce qu'on a appelé les Homo georgicus, parce qu'on les a trouvés en Arménie, en Géorgie, pardon, dans le Caucase, là. Euh, et comme le disent souvent les anthropologues, ils disent si on les avait pas trouvés tous ensemble, on aurait pensé que ça avait été trois espèces différentes. Et encore aujourd'hui, il y a même encore justement, comme je le dis, des polémiques sur est-ce que c'est des Erectus, est-ce que c'est d'autres espèces, est-ce qu'ils ont le même âge, parce qu'on a trouvé sur beaucoup de restes, mais il y avait trois crânes par exemple qui avaient tous des caractéristiques différentes. Donc c'est ça aussi qui est fascinant déjà dans la paléoanthropologie, vraiment, quand on cherche des fossiles humains anciens, c'est que encore maintenant, il y a deux tendances. Il y a ceux qui veulent regrouper des, entre guillemets, des espèces pour n'en faire qu'une seule, parce qu'ils se disent en vérité, des fois c'est des variations infimes, et c'est parce qu'on ne les a pas trouvés au même endroit, qu'on leur donne des noms d'espèces différentes. Des fois c'est juste par l'orgueil de celui qui les a découverts, alors que en réalité, on pourrait faire en sorte de faire des classifications un peu moins nombreuses, quoi. Mais en tout cas, ça prouve que le genre Homo s'est baladé il y a très longtemps déjà il y a 2 millions d'années. Par exemple, à 1,8 million d'années, on en trouve en Chine. Et pareil, j'ai entendu il n'y a pas longtemps un podcast d'une paléoanthropologue française qui a fait sa carrière sur ces restes là qu'on a trouvés en Chine. Alors c'est pour ça que les Chinois euh, militent pour dire que Sapiens serait né en Chine et pas en Afrique. Parce que justement, ces ossements là chinois, ils ont des caractéristiques à la fois d'Erectus, mais aussi qui se rapprochent beaucoup de Sapiens, même si la communauté scientifique dans son ensemble pense que c'est pas encore du Sapiens. euh, Il y a assez de caractéristiques qui se rapprochent de ce genre pour que les Chinois militent, en tout cas, continuent à penser que le berceau de l'humanité en réalité n'est pas l'Afrique mais la Chine. Tout ça pour dire que à l'époque, il n'y avait pas de transport, hein, il n'y avait pas de moyen de transport, donc avec leurs petits pieds, nos amis Erectus avaient déjà franchi la moitié de la planète en très peu de temps, puisque s'ils sont sortis à peu près il y a 2 millions d'années d'Afrique, ils étaient déjà à 1,8 million en Chine, sans compter que ensuite tous ces Erectus qui se baladaient là en Eurasie, eh ben, ils ont évolué aussi, ça a donné pour l'Asie les Denisoviens, on ne les connaissait pas il y a très peu de temps. On leur a donné le nom d'une grotte où on les a trouvés, Denisova. Cette grotte, elle a été partagée par des Néandertaliens, qui sont leurs cousins. En fait, Denisoviens, c'est quasiment des Néandertaliens d'Asie, en fait. Et on a trouvé aussi des Sapiens. Et si on va en Espagne, par exemple, alors là, il y a des gisements de fous. Il y a des grottes où on trouve, on peut remonter à moins 400 000 avec plusieurs espèces ou sous-espèces de genre Homo. Il y a Homo antecessor, Homo. Alors je sais jamais si c'est Rudolf en 6 ou Herweg en 6, je confonds tout le temps. En tout cas, les ancêtres de ce qui allait donner Néandertal. Et donc De Moule nous explique tout ça en nous disant que bah, si vous voulez une preuve déjà que justement l'homo est migrans, il y a une preuve euh, fossile, et archéologique et préhistorique. Donc ensuite, une fois qu'il a établi ce préambule, bah, bien sûr, il ne va pas rester à l'époque de la préhistoire, parce qu'il nous a dit dans le titre que ça allait jusqu'au confinement. Donc, bien sûr, hein, comme d'habitude, je vous ne déflore pas l'intégralité du livre.
Je vous explique à grands traits de quoi il parle et je vous parle à peu près quand il y a un petit truc croustillant ou quelque chose qui peut vous donner envie de le lire, bah, je vous en parle. Donc ensuite, une fois qu'il nous a dit ça, il nous parle de la révolution néolithique. Et ça, justement, c'est une grande preuve encore de migration. Alors, je vous en ai parlé un peu en préambule, la révolution néolithique, c'est l'invention de l'agriculture. Il n'y a eu que quelques foyers sur Terre, en tout cas jusqu'à présent, on est sûr que de quelques foyers sur Terre de révolution néolithique. La plus ancienne, c'est à peu près il y a 10-12 000 ans, donc entre moins 10 000 et moins 8 000 dans ce qu'on appelle le croissant fertile, c'est-à-dire que ça part du croissant fertile jusqu'à l'Égypte en passant par l'Anatolie, etc. C'est les premières preuves de domestication du blé, de l'orge et ensuite de l'élevage. Si on va un peu plus à l'est, on a en Chine deux foyers, en Chine du Sud, en Chine du Nord, pour euh, le Nord le blé, pour le Sud le riz. Ensuite on a en Papouasie, on a la patate douce et si je me rappelle bien la canne à sucre, je crois. Ensuite on a de l'autre côté de la Terre encore, en Amérique, on a nos fameux Aztèques qui ont inventé la culture du maïs, enfin Aztèques et leurs ancêtres en vérité, ça c'était bien avant, la culture du maïs. Dans les Andes, on a la culture de la pomme de terre, du piment, de la tomate, des hamsters. Euh, En Amérique du Nord, il y avait, je crois, pas la graine de sésame, il y avait la courge et le haricot. Et certains pensent aussi que, alors ça pareil, en fonction des sources, on ne sait pas si ça a été par justement migration des premiers agriculteurs, mais en Afrique, en tout cas au Maghreb, il y en a qui pensent que ça a été indépendant, d'autres qui pensent que non. En fait, c'est les populations du croissant fertile et notamment de la plaine nilotique là, qui ont ramené l'agriculture jusqu'au Maghreb en gros d'aujourd'hui. Et en Afrique subsaharienne, où justement on a développé le millet, le riz africain. Certains pensent que c'est indépendant, d'autres que non. C'est pareil, ça a suivi des routes un peu migratoires. En tout cas, c'est ça les principaux foyers de la révolution néolithique. Donc, si on prend par exemple le cas du croissant fertile, donc par observation, ils se rendent compte que justement chaque année, il y a l'ancêtre du blé, de l'orge, etc., qui repousse et commencent à se rendre compte qu'ils peuvent maîtriser ce phénomène. Donc, il y a des champs qui sont créés et on commence à faire du pain, de la farine, etc. On commence à faire de l'élevage, à domestiquer les bœufs, les chèvres, les moutons, les chiens, c'était bien avant. Et en fait, comme il faut de l'espace pour faire des cultures, tout doucement, hein, ça a été un lent, lent processus, mais ces populations commencent à migrer pour à chaque fois trouver de nouvelles terres arables. Donc ça, au début, ils vont vers l'Anatolie. Ensuite, quand ils arrivent à la mer, en gros, il y a deux routes qui sont célèbres. Il y a celle méditerranéenne, quoi, qui suit la côte, quoi, qui passe par la Grèce et qui passe par les Balkans, mais du sud, quoi, par les îles et qui arrive dans le sud de l'Europe après qui remontent. Et il y a ceux qui sont passés par le Danube, l'embouchure du Danube, et même aussi un peu par la mer Noire, et qui remontent un peu plus au nord en gros, donc par les Balkans du Nord et par les plaines genre ukrainiennes, etc., et qui arrivent par l'est de l'Europe. Tout ça, ça met des milliers d'années parce qu'on pense que c'est à peu près vers moins 3000, 4000, 3000, et puis pour genre l'Irlande, un truc comme ça, c'est vraiment la fin de la fin, là. Euh, donc ça aurait mis au moins 5000 ans quoi, pour passer du croissant fertile à l'Atlantique. Mais en tout cas, c'est prouvé parce que il y a les cultures euh, végétales et les différents types d'animaux domestiqués qui arrivent tout doucement en Europe occidentale. Donc à chaque fois, ça a été euh, et des populations d'origine du croissant fertile qui ont migré, qui sont métissées,
Et ensuite aussi ceux qui se sont convertis à ce type d'existence, donc qui ont arrêté d'être ce qu'on appelle des nomades, des chasseurs-cueilleurs, qui eux aussi après, quand il n'y avait plus de place, alors, ils migraient pas de 200 km d'un coup, hein. Des fois c'était juste traverser la rivière ou la montagne pour trouver un petit bois déboisé justement et pour faire un nouveau village. Le truc c'est que tout doucement, ces migrations ont fait que la totalité quasiment de ce qu'on appelle l'Eurasie et de l'Afrique du Nord a été convertie à l'agriculture. Donc ça prouve que il y a eu une migration euh, intense, forte, certaine, continue euh, des premiers peuples du néolithique jusqu'à l'Atlantique. Donc ça, c'est une preuve de plus pour lui qui explique que l'être humain il a migré depuis le début. Ensuite, il nous parle de quoi? Alors justement, ensuite il aborde euh, les Indo-Européens. Alors comme je vous le disais, hein, en ce qui concerne la révolution néolithique, euh, lui il va vraiment au fond des choses, hein. Il parle déjà des migrants versus les indigènes. Justement, c'est un rappel à ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Parce qu'il y a, par exemple, on a pas mal de données justement pour, par exemple, Carnac. Vous savez, en France, au Finistère, là, au Morbihan, je sais pas, il y avait justement tous ceux qui ont, pareil, des constructeurs de mégalithes. Et on se rend compte que ça a été une culture florissante et que le fait qu'ils aient commencé à construire des mégalithes aussi imposants, et pas que juste des menhirs et des dolmens, hein, mais des champs, par exemple à Karnak, c'est des champs de menhirs, et des tombes, etc. En fait, c'est parce que ils maîtrisaient déjà la géographie n'était pas la même parce que l'eau, en fait, le niveau de la mer était plus bas. On s'est rendu compte qu'il y a certains mégalithes qui sont submergés maintenant. Et ils maîtrisaient en gros la route du sel. En fait, ils étaient prospères. Ils étaient prospères, il y avait un commerce de haches cérémonielles, etc. Bref, le fait qu'il y ait eu la montée des eaux et que les premiers agriculteurs arrivent, en fait, ça a changé cette, cette culture et ça l'a fait un peu péricliter. Et en fait, par mélange et parce que l'élite de cette culture a vu son pouvoir décliner, en fait, cette culture elle a disparu quoi, au profit des agriculteurs qui étaient arrivés. Là, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont disparu physiquement. Ils ont dû se mélanger, mais en tout cas, cette civilisation prospère qui faisait du commerce même avec, par exemple, du Morbihan jusqu'aux Alpes italiennes pour récupérer certaines pierres avec lesquelles ils faisaient des haches cérémonielles ou pour récupérer du cuivre, parce qu'à un moment donné, on était déjà dans l'âge de bronze, quoi. Euh, Elle avait réussi à s'étendre et à être puissante, mais sans l'agriculture. Donc ça aussi, ce poncif, on dit que il faut d'abord l'agriculture pour arriver à un État constitué, une hiérarchie de classe sociale, etc., pour arriver à une certaine civilisation. Ça aussi, c'est beaucoup remis en cause en ce moment. Et je pense que ça sera dans un autre podcast que je parlerai de ça parce qu'il y a trop d'exemples. Mais c'est juste en passant. Alors, comme je vous le dis, il parle du bassin du Danube, il parle des rives de la Méditerranée, il parle comme de l'émergence des chefs parce qu'il estime que l'agriculture a changé le fonctionnement social euh, des sociétés. Bon, ça c'est un fait. Il parle aussi de l'Asie, hein. Il parle de l'Indonésie, comme je vous l'ai dit, de Taïwan, euh, des migrations bantoues en Afrique, parce que c'est marrant. euh, En Afrique, il y a eu un peu le même phénomène qu'avec les Indo-Européens en Europe. Il y a eu les Bantous, qui étaient un peuple, hein, qui est devenu un peuple de pasteurs et d'agriculteurs, et qui à l'origine était plutôt à l'ouest de l'Afrique, et qui a entamé une grande migration, et qui a, euh, même au niveau des langues, parce qu'il y a ce qu'on appelle les langues bantoues, carrément colonisé, entre guillemets, culturellement,
physiquement, je sais pas, peut-être un tiers de l'Afrique. Par exemple, le Swahili, alors, on sait que c'est un mélange aussi d'arabe et de kenyan, de somalien, etc. Mais c'est aussi une langue bantoue à l'origine. Euh, on sait par exemple que les San, là, ceux qu'on appelle les Bushmen, là, pour ceux qui ont vu les dieux sont tombés sur la tête, pendant longtemps on pensait que bah, c'était ceux qui se rapprochaient le plus de l'aube des temps, du mode de vie vraiment de chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Mais en fait non, eux avant ils vivaient pas dans le Kalahari, ils vivaient pas dans ce désert, ils vivaient dans des terres qui étaient beaucoup plus fertiles et beaucoup plus accueillantes, mais les migrations bantoues justement de ces pasteurs là, et ils étaient plus grands, plus forts et plus nombreux, ils ont repoussé dans des terres qui les intéressaient pas eux par définition, c'était le désert. Et ils ont dû se réadapter complètement, de créer une autre culture pour vivre dans le Kalahari. Et quand les premiers Occidentaux sont venus, ils ont pensé que c'était une civilisation, enfin une culture qui n'avait pas bougé depuis l'aube des temps. Donc là, c'est marrant. Bon, en tout cas, les Bantous, c'est à peu près le même phénomène que les Indo-Européens, tant linguistiquement que culturellement euh, en Afrique. Alors, en parlant des Indo-Européens, il fait tout un paragraphe sur ça, hein, donc je ne vais pas me répéter, mais voilà, lui il parle justement des poteries à cordelette, à la recherche des Indo-Européens, de l'ADN, tout ce dont je vous ai parlé, sauf que lui il arrive à la conclusion que ça n'existe pas. Donc après, moi encore une fois, hein, je donne mon avis. Moi je suis pas d'accord avec lui, mais peut-être qu'il a raison. Mais la plupart des scientifiques quand même pensent que ça existe. À vous de faire un avis. Ça sert à ça de manger des livres. Ensuite, il parle de la naissance des États, les vrais États comme on les connaît aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais je veux dire, ce qu'on appelle le début de la civilisation, quoi. Les États, les empires et les barbares. Alors, comme je l'avais dit à l'époque de podcast sur Sumer, depuis longtemps, on estime que il y a. C'était Gordon Child, je crois, qui avait euh, fait cette classification. Il estimait qu'on passait de la sauvagerie à la barbarie à la civilisation. Et il estimait que au début donc on est chasseur-cueilleur, ensuite bah, il y a la proto-histoire quoi, on commence un peu à forger le métal et à peut-être un peu domestiquer de ci de là quelques espèces, à faire des raids sur les chefferies voisines, mais ensuite on devient civilisé quand en gros il y a Rome et la Grèce et Sumer. Et donc pendant longtemps, parce que ça coïncidait bien avec son schéma, on estimait que d'abord, il y a l'agriculture. Comme il y a de l'agriculture, au bout d'un moment, il y a des surplus alimentaires qui font que toute la population n'est pas obligée de s'adonner justement à la recherche de la nourriture. Ça permet à certaines personnes de se spécialiser, par exemple des forgerons, par exemple des soldats. Et donc ensuite, au bout d'un moment, comme il faut gérer justement ces surplus alimentaires, et ça crée une hiérarchie un peu plus imposante, un peu plus euh, composite que celle d'une chefferie en gros, un chef de village qui a une autorité qu'on lui donne, entre guillemets. Euh, donc il y a les premiers États constitués qui se forment avec un roi, avec une religion aussi, des prêtres, avec une armée. Et on a ce qu'on appelle les villes-États. Et puis, au bout d'un moment, il y a des conquêtes, il y a des royaumes, il y a des empires. C'est Sumer, quoi. C'est Akkad, c'est la Grèce, c'est l'Égypte, c'est Rome, etc. Donc c'est le schéma traditionnel. Le truc, c'est que comme je vous l'ai dit, hein, depuis quelque temps, on a trouvé d'autres types de civilisations qui ne suivent pas ce schéma. Par exemple, en Ukraine, on s'est rendu compte qu'il y a 6000 ans, il y avait des villes qui avaient été construites par des chasseurs-cueilleurs. Il n'y avait pas d'agriculture. Ça a duré 4000 ans, leur euh, civilisation. C'était des villes de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et apparemment, ils vivaient bien. Il y a le fameux Göbekli Tepe en Turquie qui montre tout un système cultuel de temples, de construction mégalithique, etc. qui, ça a été prouvé, a été fait encore une fois par des gens qui n'étaient pas agriculteurs, qui étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils avaient une connaissance apparemment astronomique, enfin, je veux dire des astres. Et ensuite ils l'ont enterré volontairement.
Et apparemment, autour de Göbekli Tepe, parce que Tepe ça veut dire but, hein, en turc, c'est comme un tel, quand on parle des tels en Israël, etc. Et il y aurait apparemment au moins quatre cinq autres sites du même genre qui prouveraient qu'il y avait une civilisation non néolithique, quoi. Mais ça, encore une fois, c'est pas le propos de ce livre, c'est juste un addendum. Et je ferai sûrement un podcast là-dessus parce que c'est fascinant. C'est fascinant. Par exemple, Elena Toufi, hein, par exemple. Enfin bref, je m'égare. Et donc là, pareil, il nous donne plein d'exemples, hein, que ce soit, donc, comme je vous ai dit, cool, le Sumer ou l'Égypte pour les plus célèbres. On nous parle de Caral, parce que c'est la plus ancienne cité en Amérique du Sud. Euh, et il nous explique que justement, quand il y a eu la mise en place d'États vraiment constitués au sens moderne du terme, eh ben, il fallait gérer justement les nomades. Parce que à la base, il y avait des nomades partout. Même quand il y avait encore les premiers agriculteurs, leurs voisins, c'était des nomades. Et il y avait des agriculteurs qui continuaient à être nomades. Donc, les nomades, les États euh, modernes, ils aiment pas ça. Parce qu'on peut pas les contrôler, parce qu'on ne sait jamais par où ils passent. Et de l'époque de Sumer jusqu'à l'époque de Rome, on les a appelés les barbares. Parce que, justement, par exemple, à la fin il en parle, enfin à la fin de ce chapitre, pareil, une chose qui a changé du point de vue des historiens, c'est ce qu'on appelait avant les grandes invasions. Vous savez tous qu'on on dit qu'en Europe, quand Rome en fait est tombée à cause des grandes invasions germaniques et que le Moyen Âge a commencé en 476 avec la chute de Rome. Mais en fait maintenant on sait que c'était pas des grandes invasions, c'était juste des grandes migrations. Il y avait plein de tribus germaniques qui ont été repoussées par les Huns, qui avaient un vrai empire qu'on appelle l'empire unique maintenant, et qui en fait, dans tout ce qui est la steppe, entre justement le Danube et le Caucase, et même enfin en réalité jusqu'à la Chine, parce qu'en fait les Huns, c'était une partie de ce qu'on a. Il y avait les Huns Hephthalites et les autres. Alors il y en a après qui l'ont appelé les Huns bleus et les Huns noirs. Bref, il s'était fait. Il y en a qui l'ont appelé les Yongnu. Les Chinois les appelaient les Yongnu, c'est les barbares du Nord en gros. C'est ceux contre lesquels ils ont construit la muraille. Alors il y a eu plein de barbares, parmi eux il y avait les Huns. À un moment les Huns même, ils ont même vaincu les Chinois. Mais comme ça dure pas longtemps, souvent, les Chinois à un moment donné ils ont repris la lance sur eux et ils ont repoussé les Huns qui sont divisés en deux grandes tribus. L'une d'entre elles est restée dans les alentours de la Chine, hein, dans l'Asie centrale et les steppes. Une, elle a vraiment migré jusqu'à l'Europe. Alors au début, comme je vous l'ai dit, elle était au bord de la Caspienne et finalement elle est arrivée au nord de la mer Noire et elle a repoussé plein de tribus qui étaient là avant. Plein de tribus, et par exemple les Goths, les Chattes, les Jutes, enfin, pas encore les Jutes, mais tout ce qui a donné ce qu'on a appelé les invasions, enfin le début des invasions barbares. Donc en fait on se rend compte que finalement les tribus qui exerçaient une pression sur le limès romain, c'était pas tant des envahisseurs que juste des gens qui se sauvaient parce que ils voulaient pas se faire découper par les Huns. Et ensuite il y a eu par exemple les Alains, qui étaient une tribu à la base qui venait d'Iran, qui s'est associée avec les Vandales et les Suèves, et qui eux justement, puisque les Goths se faisaient repousser par les Huns, euh, avaient pris leur territoire. Et en fait, toutes ces tribus étaient ce qu'on appelait des fédérés. C'est-à-dire que les Romains, au bout d'un moment, pour pas avoir à les combattre perpétuellement, ils en faisaient des fédérés, c'est-à-dire qu'ils les intégraient à l'Empire. En échange, ils devaient protéger les frontières de l'Empire. Mais souvent, comme ils avaient une mentalité justement, entre guillemets, de barbares, eux, ils jouaient sur les deux tableaux. Quand ça les a arrangés d'être du côté romain, du côté de l'intérieur du Limès, pour profiter justement des payes de la solde de la Légion et d'occuper pour leurs chefs des postes parfois prestigieux, hein, parfois général en chef des troupes romaines, que ce soit à Rome ou à Byzance. Et ben, ils se mettaient de ce côté, et puis quand ça les arrangeait de faire du butin et de prendre des otages et de faire de la guérilla contre les Romains, ils se mettaient des fois de l'autre côté. Souvent d'ailleurs, quand il y avait un conflit entre les Romains et les barbares, en fait, les deux armées c'était la même chose. Il y avait un peu de tout dans les deux côtés. Par exemple, quand justement
les Vandales, ils sont passés de la Roumanie aux rives du Rhin, à la Gaule, à l'Espagne, pour arriver ensuite en Afrique du Nord et fonder leur royaume à Carthage. Quand ils ont pris Carthage, d'ailleurs après ils ont mis à sac Rome. Mais en fait, quand ils se battaient par exemple en Gaule, il y avait autant d'Alains, de Suèves, de Vandales d'un côté que dans l'armée romaine. Parce que comme il y avait des tribus à l'intérieur de ces groupes, certains prêtaient allégeance à Rome, d'autres non. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était des invasions. Mais en fait, on se rend compte maintenant que ça a été en réalité plus des migrations parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient plus rester à l'endroit où ils vivaient. Donc c'est un exemple encore de migration à l'époque antique. Ensuite, il nous parle du Moyen Âge. Là, il nous parle d'un autre type de migration. Euh, il divise ça entre plusieurs sous-types. Il parle de l'émergence de l'Empire musulman, de son expansion super rapide, et du fait qu'à l'intérieur de ça, bah, ça a brassé un nombre incalculable de populations, et que quand l'Empire musulman a été constitué de l'Atlantique au bassin du Tarim, quoi, il y avait un nombre justement incalculable de peuples qui pouvaient circuler sur cet espace quasi infini. Et on pouvait appeler ça des migrations parce qu'on, par exemple, peut trouver des gens originaires d'Asie centrale qui se retrouvaient à travailler dans une cour de l'Espagne andalouse ou vice-versa, ou des gens originaires du Maghreb qui devenaient vizirs à Bagdad, etc., etc. Sans compter que ça a créé un grand commerce et que en fait il y avait des migrations qui étaient liées aussi au commerce parce que le commerce a été générateur de grandes migrations aussi. Et il y a eu des expéditions, donc pour lui ça en fait c'est juste un prolongement de la migration. Donc ensuite il fait un petit peu du va-et-vient entre toutes ces périodes là des Celtes à l'Empire romain, euh, euh, à l'islam, aux Huns, aux barbares, aux Francs, pour nous montrer en fait que ça a été un grand brassage, l'Antiquité, euh, ce qu'on appelle maintenant l'Antiquité tardive ou ce qu'on appelait avant le Haut Moyen Âge, pour nous montrer qu'en réalité, si on faisait justement des études ADN poussées, on trouverait des gènes de tout le monde en Europe. Par exemple, à un moment, il explique qu'il y a eu, à l'époque justement des grandes invasions, pour contrer euh, euh, des tribus germaniques qui venaient s'installer dans l'est de la France, enfin de la Gaule de l'époque, les Romains ont implanté des sarmates. Les sarmates, c'était des cousins des Scythes, des vrais chevaucheurs des steppes dans l'est de la France. Donc peut-être que si aujourd'hui on faisait des prises de sang à un Lorrain par exemple, on trouverait des gènes de sarmates peut-être. Des gènes de mecs de la mer Noire là, qui chevauchaient et qui avaient un mode de vie totalement différent des Gaulois. Ensuite, il y a toutes, entre guillemets encore, les invasions du Moyen Âge. Donc les Vikings, les Magyars, les Koumans, les Bashkirs, les Khazars, les Petchénègues, les Turcs, euh, pareil. Alors ça vient beaucoup soit de l'Est, soit du Nord, mais tous ces peuples ont fait souche en fait en Europe occidentale, soit par la conquête, soit par le commerce, soit par l'esclavage, soit par l'émigration pure et simple. Et on se rend compte pareil que, encore une fois, ils font partie du millefeuille euh, de la pénétration humaine en Europe. Euh, il parle aussi justement de toute cette période qu'il y a eu entre le 8e et le 11e siècle où l'avancée musulmane en réalité s'est faite jusque dans le sud de la France et même plus, même si parfois c'était que des raids, parce qu'on parle souvent de Charles Martel et de Poitiers, mais euh, en fait ça a été un épiphénomène, parce qu'ensuite les Arabes sont revenus, ils ont été jusqu'à Lyon, ils ont rasé Lyon, ils ont été en Suisse, sont revenus, ils ont été en Italie, on se rend compte qu'il y a des tombes musulmanes à Nîmes qui datent de 711, des ateliers
de forgerons musulmans à Marseille qui date de 720. Certains historiens disent que jusqu'au Xe siècle, la Provence, elle n'était pas accessible euh, à ceux qui n'étaient pas musulmans. On parle du sultanat de Naples, de l'émirat de Saint-Tropez, enfin bref, des choses qu'on n'apprend jamais, mais qui montrent que, pareil, euh, pour ceux qui n'aiment pas les Maghrébins, bah, il y en a eu bien avant aujourd'hui. Et par exemple, Ramatuel tire son nom d'un village qui s'appelait Rahmatullah. Donc c'est toujours marrant de trouver des faits comme ça dans des bouquins d'histoire. Ensuite, il y a les grandes découvertes. Alors là, est-ce qu'on peut appeler ça une migration, une conquête, un génocide? Bah, ce sera à vous de le déterminer avec les preuves que nous apporte De Moule. Et puis après, on arrive quasiment à l'époque moderne et contemporaine, et surtout à la colonisation. Et pareil, il nous explique que la colonisation, ça a aussi été de la migration, dans les deux sens en fait. Il y a eu la migration des colons dans les colonies, mais les colonies ont été un réservoir de soldats, de commerçants, d'ouvriers, et que sais-je encore, et que, encore une fois, ça a rajouté une couche au millefeuille. Donc, si on additionne tous ces chapitres et tous ces arguments de Jean-Paul Demoule sur l'homo migrans, peut-être qu'à la fin vous serez d'accord avec lui pour dire que ça n'existe pas, la pureté de la race, hein, comme certains le disent, ça n'existe pas, quel que soit le pays, la nation éternelle, qu'en réalité, si on remonte à chaque fois deux ou trois générations, même si on a l'impression d'appartenir à un peuple bien établi, on se rend compte que on a souvent des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui viennent de super loin, et que c'est pas grave, c'est normal, et que de toute façon, il n'y a qu'un seul genre humain. Alors peut-être que ça plaira pas à tout le monde ce genre de propos, parce qu'en ce moment c'est pas à la mode. Mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, parce que c'est bien d'avoir du recul sur ces questions en ce moment. En tout cas, j'espère que ça vous donnera envie de le lire. Et pour ceux que ça intéresse, hein, il suffit de taper Jean-Paul Demoule sur Wikipédia, vous avez l'intégralité de ses publications. Comme je vous l'ai dit, il est né en 47, donc vous avez de quoi remplir une bibliothèque. Moi, en tout cas, j'aime bien ses bouquins. C'est un bon vulgarisateur. Et même si, comme je vous l'ai dit, parfois je suis pas d'accord avec lui, euh, il a vraiment bossé ce mec. Il a vraiment bossé. Et l'autre fois, il y a deux trois jours, je l'ai vu, là, je vous ai dit, sur une émission là, où il parlait encore une fois de ça, là, de son dernier. Là. Et moi, j'aime bien les historiens qui sont capables de parler sans notes pendant des heures. Et lui, c'est son cas. Il peut parler pendant des heures des migrations et des peuplements successifs de la France, par exemple, avec plein d'anecdotes et plein de faits et plein de preuves scientifiques. Et c'est cool. Donc là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un podcast aussi long. Donc je vous dis juste bonne nuit, cher mangeur de livres. À bientôt.